Territoire recouvré en 2024, les populations de 212 villages réinstallés, 14 000 structures éducatives réouvertes. À cela s'ajoute la mise en place de plusieurs réformes et la création de nouvelles structures pour accompagner l'essor de presque tous les secteurs socio-économiques et que dire des efforts consentis pour la réduction du train de vie de l'État, de même que la lutte contre la fraude et la corruption. Bref, il aura fallu plus d'une heure au Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo pour dire son discours sur la situation de la nation. La tradition a donc été respectée, un exercice constitutionnel qui commande au Premier ministre d'exposer devant les députés la situation de la nation. C'est le sujet de questions majeures de ce dimanche. Nos chroniqueurs vont donc donner leur lecture sur la forme et le fond de ce discours. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Questions majeures. Alors, notre plateau est composé comme suit. Nous avons Dr Moumini Zungrana, ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Le deuxième invité est Gervais Nadambega. Il est ingénieur de développement rural. Bonsoir, monsieur Nadambega. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous avons avec nous Imhotep Bayala, coordinateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonsoir, monsieur Bayala. Oui, bonsoir. Bienvenue. Et notre quatrième invité est Dr Boukari Nebié. Il est enseignant-chercheur à l'université Abdoulaye Togoyini et spécialiste en analyse du discours. Bonsoir, docteur Nebié. Bonsoir, madame. Soyez tous les bienvenus. Merci. Alors, je vous propose d'abord de vous prononcer sur le fond du discours qui a été prononcé à l'Assemblée législative de transition ce 14 mars par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il faut dire que c'est une tradition démocratique qui est respectée, un exercice constitutionnel stipulé par l'article 109 de la loi fondamentale qui veut que le Premier ministre expose, je le disais tantôt, devant les parlementaires sur la situation de la nation. Quelle est votre lecture, Dr Zungrana? Alors, comme vous l'avez dit, le Premier ministre, par la Constitution, est contraint à un temps T de se prêter à ce jeu. Et je peux dire qu'il y a deux exercices. Le premier, c'est le discours à la nation, discours général sur la nation, qui est comme une forme de légitimation de son choix, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un régime semi-parlementaire qui fait que le pouvoir est équidistant entre l'exécutif et le Parlement. Donc du coup, lorsque le Premier ministre est choisi, il faut qu'il ait le cutus de l'Assemblée nationale. Par contre, l'exposer sur la situation de la nation, c'est comme un devoir de redevabilité, parce qu'il a tenté de rassurer le peuple burkinabé sur ce qu'il doit faire lorsqu'il a été choisi. Donc à un temps, il faut qu'il s'arrête pour faire en tout cas une forme de capture pour dire où on en est et pour rendre compte à la nation devant l'Assemblée qui sont les représentants du peuple, pour que ces gens aussi puissent lui poser des questions afin en tout cas d'éclairer le maximum possible de Burkinabé. Et c'est ça qu'il s'y est prêté. Et sans aller dans le fond, je penserais que c'est un discours réussi, parce que tout simplement, si vous remarquez, contrairement au discours sur la politique générale, la déclaration sur la politique générale, ici, c'est le discours est parcouru de chiffres bien exacts, avec des taux de réalisation, ce qui fait que quiconque voudrait avoir des informations plus claires, en tout cas peut appeler et peut vérifier. Donc ce n'est pas un discours, vous allez dire, rester dans la politique politicienne. Vraiment, c'est un langage de vérité. Et c'est ça aussi que les gens attendent. Et quel que soit ce qui a été fait, il faudrait rendre compte de la bonne manière en disant la vérité, en tout cas à la population. Donc bravo à lui et bravo au peuple burkinabé. D'accord. Donc le constituant burkinabé, justement, en instituant le discours sur la situation de la nation, a voulu créer un cadre pour permettre au gouvernement de rendre compte de la gestion de l'action publique. Est-ce que, vu dans ce sens, M. Nadambega, on peut dire que l'objectif est atteint? Non, je dirais que l'objectif est pleinement atteint et il faut se réjouir que dans un contexte exceptionnel comme dans le cas de ce pouvoir, où souvent ça tire à vue et à dia sur la légitimité, la légalité de ce qui est en train de se faire, qu'il y ait l'opportunité d'observer que les dispositions de la Constitution sont respectées et avec une certaine régularité. Ensuite, c'est l'opportunité d'observer ou de compléter ce que certains
par confusion entre effectivement le discours de politique générale et puis ce discours sur l'état de la nation. Si vous vous rappelez, nous étions ici lorsque le Premier ministre avait présenté son discours pour avoir le quitus de l'Assemblée nationale, et le grand public disait il manque de chiffres, c'est pas précis, c'est vague, etc. Aujourd'hui, ils comprendront à l'examen et à l'écoute de ce discours que c'est ici et maintenant qu'il fallait juger de la pertinence, de la vérité, de l'exécution du programme. Parce que, comme il a si bien dit le docteur Zoungrana, ici, c'est le devoir de redevabilité. C'est là où, effectivement, on dit qu'est-ce qui est fait, c'est fait où, avec quels moyens et comment c'est fait. Et est-ce que ça rejoint les attentes du peuple, puisque les représentants du peuple sont là pour poser des questions. Et on viendra aux questions, donc je ne vais pas anticiper sur l'appréciation des questions. Alors, donc, devoir de redevabilité du Premier ministre sur la politique définie par le président du FASO, je vais le dire ainsi parce que c'est de son ressort, le président du FASO, de définir la politique nationale. Oui. Alors, comment vous avez apprécié le moment ? Oui, j'avoue que c'est un moment qui n'est pas passé inaperçu. Comme à l'accoutumée, j'avoue que peu de citoyens burkinabés prêtaient attention à ces moments clés de la vitalité démocratique de notre pays. Mais désormais, vous remarquerez qu'il y a une attention particulière qui est accordée, parce que la nature des élites qui se présentent à ce prétoire-là naturellement inspire adhésion populaire, et qui, par le premier exercice, ont déjà démontré qu'ils étaient capables de se déconnecter d'un certain nombre de pratiques complètement désincarnées, et qu'ils étaient capables d'une certaine force de lecture des défis en présence, et surtout suffisamment documentés. L'homme politique ne doit pas être un coup de hasard, c'est pas un jeu de ping-pong, ça doit être un homme suffisamment sérieux, suffisamment éclairé, et suffisamment doté d'éthique, et qui, par cet exercice, doit pouvoir rendre compte. C'est un exercice de redevabilité. On ne peut pas poser une action de gouvernance sans jamais s'arrêter à un moment T pour évaluer et dire au peuple qui nous a conféré et qui nous a donné un certain nombre de mandats où nous en sommes avec vos aspirations. À tel niveau, nous avons atteint tel niveau de réalisation. À tel autre niveau, nous n'avons même pas pu atteindre tel ou tel objectif du fait de tel ou tel blocage que nous n'avons pas entrevu. Donc le tout, ce n'est pas de dire que nous avons avancé, mais c'est aussi de dire ce qui nous a bloqués. Et dans ce discours, j'avoue qu'il y a c'est un exercice de vérité, un exercice suffisamment sincère, parce qu'ils sont revenus là-dessus. Quand vous voyez la quantité de chiffres, et quand vous voyez aussi dans la forme, il faut pas l'oublier, parce qu'on dit que s'il y a du fond, c'est qu'il est rendu d'abord par la forme. Et quand vous regardez la forme et vous regardez l'agencement des 8 points, si je ne me trompe, vous vous rendez compte qu'il y a tout un cheminement. Voilà, on commence par le premier objectif qui a amené les autorités actuelles, l'intégrité de notre territoire qui nous a été volé par l'impérialisme international et ses suppôts locaux à travers des mercenaires armés qui tirent au hasard dans le Sahel, jusqu'à notre image sur l'échiquier international. C'est le point qui ferme les 8 points, la question de la diplomatie. Pour moi, c'était un exercice réussi, et sachant les qualités propres du Premier ministre et aussi la qualité de notre Assemblée législative, en tout cas, on a eu des débats qui rendent compte de notre dignité. Alors, le 27 décembre 2024, il avait présenté sa feuille de route, et le 14 mars dernier, il est revenu faire le point des actions qui ont été posées, en tout cas pour le compte de 2024, devant la nation, les députés qui représentent les citoyens de ce pays et les députés qui agissent au nom et au compte de cette population. Est-ce que ce discours vous parle? Oui, le discours me parle à plus d'un titre, hein. Et comme les 3 prédécesseurs l'ont déjà dit, c'est Nicolas Boileau qui disait que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
et les mots pour le dire arrivent aisément. Et il y a une formule sacrée en droit qui dit que la forme tient le fond en l'état, ce qui est aussi vrai en littérature qu'en discours politique, comme ce que nous avons vu le vendredi dernier. Et en droit aussi. En droit aussi. Alors, et donc, la déclaration de politique générale, comme vous l'avez dit, c'est une sorte de feuille de route pour dire aux députés et à travers eux, au peuple burkinabé, et j'ai été nommé Premier ministre, et en fonction justement de la vision du chef de l'État, voilà ce que je compte engager comme chantier et comment je compte y réussir avec l'aide bien sûr de tous les Burkinabés. C'est la déclaration de politique générale. C'est ce qu'il avait fait le 27 décembre 2024. Oui. Cette fois-ci, c'est l'exposé sur la situation de la nation. Et là également, vous l'avez rappelé d'entrée de jeu, c'est un exercice constitutionnel parce que notre loi fondamentale, à son article 109, dit que le Premier ministre présente directement à la représentation nationale l'État sur la situation de la nation lors de la première assemblée plénière de l'année. Et justement, c'était à cette occasion-là. Donc, de ce point de vue-là, il a respecté un principe, une exigence constitutionnelle. Oui. Le même article dit également que c'est un exposé qui est suivi de débats, enfin de questions, si vous voulez, auxquelles le Premier ministre accorde des réponses. Mais à la différence de la DPG, donc la déclaration de politique générale, l'exposé sur la situation de la nation n'est pas suivi de vote. Là également, le principe a été respecté. Et quand vous voyez, on prend un peu ce type de discours-là, c'est présenter ce qui a été fait durant l'année 2024. Et là encore, on peut se poser la question de savoir, est-ce que le Premier ministre a satisfait à cette exigence-là, à savoir présenter aux députés et par ricochet le peuple burkinabé ce que le gouvernement a fait dans les 24 mois passés, 12 mois passés. Là également, l'exercice a été réussi parce que ils ont dit l'État, ce qui a été fait en 2024 a été présenté assorti de chiffres. Donc quand même pour alimenter tous ceux qui voudraient par la suite faire des recherches pour savoir est-ce que ce qui a été dit est simplement des coups d'annonce politique ou si effectivement ça a été fait. Et donc je pense que de ce point de vue-là, on peut, sans véritablement tomber dans une sorte de fanfaronnade, dire que le Premier ministre a réussi son exercice. Par contre, ce que moi j'ai un peu déploré véritablement, ça c'est l'analyste du discours qui le dit aussi, le formateur en art oratoire. Oui, la partie exposée véritablement m'a paru un peu monotone. La partie exposée, bien sûr. Nous allons y revenir. Voilà. Mais avant, nous souhaitons que vous approfondissiez votre argumentation sur la différence qui existe entre déclaration de politique générale et discours sur la situation de la nation. Tout à l'heure, je disais, la déclaration de politique générale... Quand est-ce qu'il y a déclaration de politique générale? Ça, c'est quand le Premier ministre est nommé. Et l'article, j'oublie le numéro... 34, je crois, 44, dit que le Premier ministre, dans les 60 jours, n'est-ce pas, qui suivent sa nomination, est tenu de présenter à la représentation nationale, enfin de sa déclaration de politique générale, et c'est suivi d'un vote. Et ce vote-là fait office d'investiture. Autrement, si lors de la déclaration de politique générale, les députés votent et que le Premier ministre n'a pas le quorum qu'il lui faut, le président est obligé en ce moment de se choisir un autre Premier ministre. Mais en ce moment, ce n'est pas un désaveu pour le Premier ministre en réalité. C'est un désaveu pour le président. Parce que, est-ce que vous pensez que le président peut nommer un Premier ministre qui a été désavoué par l'Assemblée nationale et qu'on dise que c'est la personne du Premier ministre qui est désavouée? Non, ça veut dire que c'est au président même en réalité qu'on voudrait envoyer un message. Et là, vous vous rendrez compte, à l'Assemblée nationale, on a 71 députés. Et lors de cette déclaration de politique générale-là, il avait été plébiscité 71 sur 71. Et donc,
ça, c'est la feuille de route qu'il présente pour dire voilà ce que je vais faire. Est-ce que vous êtes d'accord que je sois non seulement Premier ministre, mais vous êtes d'accord avec ce que je compte faire? Il a réussi cet exercice-là en décembre. Cette fois-ci, l'exposé sur la situation de la nation, le gouvernement en a bouclé une année. Oui. Mais on travaille pour le compte des Burkinabés. Mais on ne peut pas aller dans tous les marchés, dans tous les villages pour dire aux Burkinabés, voilà ce que nous avons fait. En termes de redevabilité, comme ce qui se fait dans les mairies. Donc on va aller à l'Assemblée nationale. Là également, c'est la loi qui nous dit que les députés représentent le peuple. Oui. Qu'ils soient élus ou qu'ils soient ici, arrivent de cette façon-là. Ils sont les représentants du peuple. Oui. Et je ne crois pas que ceux qui sont là aujourd'hui sont moins méritants que ceux qui achètent les voix pour y arriver. Parce que là également, il faut le dire. Et là, on coupe l'herbe sur le pied de ceux qui disent non, les députés sont ceux qui sont élus. Non, ce n'est pas vrai. Ceux-là également, ce sont des représentants du peuple. Parce que nous nous reconnaissons en eux. Donc là, ils présentent ce qui a été fait en 2024. Et si les députés estiment qu'il y a des éléments qui ont été évoqués qui ne sont pas vrais, ils engagent, enfin qui ne sont pas vérifiables, ils engagent un débat avec le Premier ministre pour obtenir des réponses. Est-ce que, Dr Zoungana, vous avez quelque chose à ajouter à ce niveau sur la différence entre déclaration de politique générale et discours sur la situation de la nation? En fait, ce qui fonde la déclaration de politique générale, c'est le fait que nous sommes inscrits dans un régime semi-parlementaire. Donc, par conséquent, le pouvoir, comme je l'ai dit, le président n'a pas totalement les mains libres. Il ne peut pas gérer le pays comme il voudrait sans associer en tout cas l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison que le Premier ministre, une fois qu'il est choisi, et si par exemple le Premier ministre, les votes ont été remportés par exemple par un autre parti, alors que le président est d'un autre parti, il y aurait forcément la cohabitation parce que c'est le Premier ministre qu'il aurait choisi, l'Assemblée peut le rejeter. C'est pourquoi on lui donne un temps, une fois qu'il a été choisi, qu'il parte devant l'Assemblée, présenter son programme de société et si effectivement les députés sont d'accord, en tout cas il est investi. C'est pourquoi à cette déclaration-là, c'est suivi de vote. Oui. Mais ici, comme on l'a dit, c'est un exposé. Il a fait des promesses et à l'issue, en tout cas des 12 mois-là, il est obligé de venir face à la nation pour dire voilà ce qu'ils avaient promis, voilà ce qu'ils ont pu faire. C'est pour cette raison quand vous prenez ces discours-là, c'est émaillé des chiffres. J'ai pu faire ça. Voilà, à 30%, j'ai pu faire ça à tel nombre. Donc, du coup, moi, je pense que les deux exercices, comme on l'a dit ici, c'est des exercices qui sont reconnus par la Constitution et on s'est inscrit dans cette logique en les respectant. Dans ce discours, et si je m'y aventure un tout petit peu, vous allez constater qu'effectivement, quand vous prenez la déclaration de politique générale, c'est à peu près les mêmes points sur lesquels il est revenu pour donner des réponses. On a parlé, il a dit dans la déclaration que son action majeure, c'est la lutte en tout cas contre le terrorisme et le fait de retrouver en tout cas l'ensemble du territoire national. Et effectivement, dans cette déclaration, on était à 70,54 ou 51%. Nous avons progressé un tout peu de 69%. Et vous avez vu le nombre de birs qui ont été créés. On parle jusqu'à de 28. Les goumis sont au nombre de 13. Et ça fait près de 700 localités où les gens sont répartis. Donc ça représente quelque chose de 1,14 million personnes qui sont réparties. Le nombre d'infrastructures, non, le nombre de circonscriptions administratives qui sont rétablies, tous ces éléments ont été évoqués. Quand on rentre dans le domaine économique, ça aussi, il y a eu beaucoup de progrès avec la nationalisation de certaines sociétés. Et l'élément important, c'est surtout l'intervention dans le capital des mines, où l'État maintenant désormais aura avec le nouveau code 15% et 30% pour la population. Tout ça, c'est des annonces en tout cas qui ont émergé. C'est des chiffres concrets où quand même chacun peut aller vérifier. Et je ne peux pas parler de ça sans parler de l'éducation, où on a parlé de résolution des retards à 80%. Et il y a des universités qui connaissent plus le retard. Quand vous prenez par exemple l'IFR SVT, la dernière fois ils ont fait leur sortie, on ne parle plus de retard dans cette IFR. Donc c'est tout ce travail qui est en train d'être fait que le Premier ministre est obligé de présenter à la nation. Et je terminais par la diplomatie, où il a effectivement expliqué que le Burkina a décidé de s'assumer. Il y a des partenaires qui étaient comme des pestiférés, mais nous assumons cette responsabilité-là, parce qu'il ne sert à rien d'être avec un partenaire si vous ne trouvez rien, en tout cas pour votre pays. Donc, à mon avis, ça a été un élément important, parce que ça a permis à la population burkinabé de comprendre ce qui se passe dans le pays. C'est vrai, la lutte n'est pas totalement gagnée, mais au moins on est rassuré, parce que cette fois-ci-là, ce n'est pas de la poudre de pelle,
comme dit mon grand frère, mais c'est des choses vraies, c'est des choses justes. D'accord, À merci. chacun Je de voudrais apporter porter une son précision. appréciation. La Brièvement. déclaration de politique générale, c'est selon l'article 63 63. de la Constitution, Ok. qui dispose que le Premier ministre, dans les 30 jours, et non les 60 jours, les 30 jours qui suivent sa nomination, doit présenter à la représentation une déclaration de politique générale qui est suivie de vote, et ce vote-là vaut investiture. Merci beaucoup, Dr Nebié. Vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Oui, je pense que la déclaration de politique générale, c'est une annonce de ce qu'on envisage de faire. On a eu le mérite d'avoir été appelé à des fonctions de Premier ministre, et donc on est sous la vision politique de l'homme qui nous a choisis. C'est lui qui nous mandate de façon subtile, même si c'est le Premier ministre qui se retrouve devant l'Assemblée parlementaire pour présenter le discours. Ça reste tout de même la propriété et la vision d'un homme d'État qui pense que vous pouvez jouer un rôle dans le déroulement de sa vision politique, et vous correspondez au profil robot de la personne qui peut aider à la mise en œuvre de cette politique générale. Et une fois qu'on a fait l'annonce, Oui. il ne faut pas s'en contenter. Il faut bien un autre jour venir faire le point de ce que vous vous êtes engagé par la déclaration de politique générale à faire, en ce qui concerne tous les aspects, que ce soit le contexte Oui. national, le contexte international, jusqu'à toutes les spécificités auxquelles vous attendez, vous attaquez. Le mot d'ordre de la reconquête du territoire, le mot d'ordre des questions humanitaires, le mot d'ordre de la question agricole. Quelles sont les réponses? Lorsque vous avez dit lors de la politique générale, nous allons, vous êtes où par rapport à nous allons? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez obtenu quoi? Vous avez perdu quoi? Où est-ce qu'on est arrivé? Où est-ce qu'on est arrivé? C'est comme si, par ce discours sur l'état de la nation, on venait encore remobiliser ou reconvaincre davantage que notre choix n'est pas un choix hasardeux. C'est comme une ressuscitation de la légitimité. C'est pour vérifier soi-même, est-ce que nos pas sont rassurants? Est-ce que c'est convaincant? Est-ce qu'on est un homme cohérent? Et sur la base de cela, le chef de l'État avait présenté, le Premier ministre, chef de gouvernement, avait présenté un contexte géopolitique mondial marqué par des désirs d'affirmation, des désirs de singularité. Nous sommes dans ce qu'on appelle la guerre des civilisations, où on n'est plus seulement tenu par les revendications économiques et tout le reste, mais également le désir d'exister différemment. S'il y a des gens qui font l'apologie de l'homosexualité, il y en a pour qui c'est un délit moral, c'est un crime moral. Et de plus en plus, le Burkina Faso, à l'instar de toutes les républiques, entend affirmer sa singularité culturelle, entend affirmer ses normes morales, entend jouer sa présence dans l'écosystème mondial, comme pour dire finalement qu'après avoir annoncé ça, à l'état du bilan, le Burkina Faso a raison. Parce que finalement, sur le contexte international, les gens nous disaient qu'on avait tort. Et même quand il avait fini cette annonce, il y a eu des bouches qui ont prêché le chaos par rapport à l'analyse du contexte international en disant que la souveraineté, ce n'est pas important. Les questions économiques ne se règlent pas de cette façon. Mais finalement, après ce temps passé, l'analyse du contexte international montre que l'Europe qui revendique sa présence économique et ne plus être à la remorque des États-Unis, nous avions eu tort très tôt. Sur le plan militaire, sans les satellites américains, le renseignement américain, mais le système de défense européenne est un aveugle. Monsieur Payala, nous allons revenir sur le fond du discours du mais Premier ministre. Ce sont des éléments Bien sûr. de fond qui montrent clairement que sur l'analyse du contexte mondial, nous avons eu raison et que ce sont des éléments très affirmés. Sur par exemple les questions économiques, sur l'économie, mais on disait que nos soldats, étant des jeunes, étaient incapables de bonne gouvernance. Mais lui et moi,
retient que nous avons les meilleures performances en termes de gestion de gouvernance. Aucun pays de l'espace ne pas le palmarès. Là où les militaires en treillis ont réussi brillamment, c'est là où les démocrates ensevelis, je dis, excusez-moi de l'expression, ensevelis dans le modèle néocolonial de la démocratie libérale, n'arrivent pas à faire les prouesses en termes de qualité de gouvernance que des militaires ont réussi. Monsieur Et ça, c'est important Bayala, sur ce point. Alors, je pense que nous avons eu suffisamment de réponses sur la différence entre déclaration de politique générale et discours sur la situation de la nation. Monsieur Nadambega, comment vous avez apprécié justement la présentation en tant que telle, dans la forme du Premier ministre le 14 mars dernier devant l'Assemblée législative de transition? À son habitude, parce que ça vient de sa personnalité, il est intervenu d'un ton persuasif. Le regard vif. La parole vive. Et puis, il n'a pas hésité sur certains points qui font souvent polémique à certains niveaux. Je donne l'exemple. Vous savez effectivement que les gens discutent sur il faut négocier parce qu'on ne peut pas faire tout militaire, on ne peut pas dire effectivement qu'il faut qu'il... Il dit très clairement à tous ceux qui veulent l'entendre et aux députés, ici, il faut se démettre, déposer son arme ou se faire abattre. Parce que la défense de la patrie ne va pas se négocier. Donc, c'est dire la fermeté avec laquelle il est intervenu. Ce qui émane de lui également, c'est la conviction. Et il vient d'arriver effectivement en qualité de Premier ministre il y a 3 mois. Il fait le point de la redevabilité sur pas seulement 12 mois, sur 24 mois. Donc, on sent la collégialité de la chose et on sent que ce n'est pas par hasard qu'il a été choisi. Parce qu'il a également la mémoire de tout ce qui s'est passé. Et il se l'approprie avec son équipe. Je pense que ça, c'est des aspects de forme qu'il faut prendre en compte pour comprendre par la suite, effectivement, la suite, quand les questions vont lui être posées et comment les députés eux-mêmes posent leurs questions. Et il y a un élément, certainement, de forme que je ne peux pas manquer, effectivement, de faire ressortir. C'est la qualité de son leadership. Parce que le programme, il est celui effectivement du président. Et il l'a situé, précisé dès le départ. Mais il se l'est approprié. Et au point où, à la différence de ce qu'on a pu entendre à des moments donnés, il montre un leadership qui n'hésite pas et qui affirme la solution. Ce n'est pas comme certains sont venus et ils ont dit effectivement, ah c'est très grave, on n'a pas de solution. Et ils ont pleuré. Et ils ont pleuré. Mais, à l'excuse effectivement de la personne qui a pleuré, comme on dit, le programme, c'est le programme du président. Ça veut dire que le président, à l'époque des pleurs, n'avait rien à proposer. Quand il disait effectivement qu'il y a une solution, il était surtout le problème. Et aujourd'hui, c'est le leadership, la vision de celui qu'il représente, dont il représente le programme, qu'il faut saluer aussi. Comment vous avez apprécié la présentation dans sa forme, digeste, confus, touffu, diffus? Oh non, rien de tout ça, Pas confus, pas diffus. Ok, super. Non, franchement, on l'a dit, et vous savez, le Premier ministre, c'est quelqu'un d'assez pondéré. Et quand il fait son exposé, cela se sent. C'est vrai, ce n'est pas l'orateur, le grand orateur, très fougueux, non, mais il y a de la conviction. Je pense que je suis en train de développer un aspect, et vous avez dit qu'on allait y revenir. J'ai dit que la première partie de l'exposé m'a paru un peu monotone, honnêtement pour moi. Mais cela peut se comprendre également au regard de la nature, de la personnalité de l'orateur du jour. Et moi, j'aurais voulu quand même qu'il y ait quelques formules assez chocs, assez grandes formules, parce que des exercices de ce genre-là, ce qui laisse des empreintes dans la mémoire collective, c'est 1 ou 2 formules comme ça
qui marque d'un saut quand même votre passage à l'Assemblée nationale. Et ici, je pense que pour cet exercice-là, on n'a pas été servi à ce niveau-là. Vous pensez à quel genre de formule? Non, je n'ai pas de formule type ici, mais j'ai dit ça pouvait se... On pourrait y penser. Mais comme me demande tout à l'heure, tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Je ne sais pas ce qu'il aurait dû dire. Autre aspect, le grand frère Nadambega l'a dit, c'est un homme de conviction. Et ça, c'est très important. Je pense que quand il a été nommé Premier ministre, un ami m'a dit, mais c'est facile, hein, des journalistes, un ministre de la communication et puis Premier ministre facilement comme ça. J'ai dit, ah non, ce n'est pas si facile que ça. Il y a des gens qui sont ministres qui ne seront pas Premier ministre. Il y a des gens qui ne seront jamais ministres également, à fortiori Premier ministre. Jean-Emmanuel Ouédraogo, le Premier ministre, c'est un homme de conviction. Ce n'est pas pour rien que quand il était ministre de la Communication, il a été fait ministre d'État avant d'accéder au poste de ministre de la Communication, enfin, Premier ministre. Et vous vous souviendrez, vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé que nous, quand il était nommé ministre déjà de la Communication, des gens de sa maison, je veux dire dans la corporation journaliste, il n'y a pas eu les vraies oppositions sont venues du corps des journalistes, surtout quand il a évoqué cette question de il n'y a pas de journalisme hors sol. On a vu tout ce que les journalistes politiques ont pu sortir sur lui, mais il a tenu. Et c'est ça la conviction. Et moi, je suis aussi avec ceux d'en haut, mais ceux d'en bas. Et ceux d'en bas sont nombreux qui disent que quand on regardait à cette période dans le gouvernement, à part le président, le ministre de la Communication d'alors, qui est le Premier ministre aujourd'hui, était quand même dans le top 2 ou top 3 de ceux véritablement qui portaient l'idéologie, la vision du chef de l'État. Donc, de ce point de vue-là, c'est un homme de conviction. Et quand il fait son exposé, ça se sent. Le grand frère Ndambega l'a dit. Si je dis dans la partie exposé, il y avait une sorte de monotonie. Par contre, dans la partie réponse aux questions, on a senti le Premier ministre pour dire que c'est un homme réservé. Mais quand il décide également de dire ce qu'il pense, il le dit. Je rappelle par exemple la question sur ce qui se passe actuellement sur la récupération de 71% du territoire. Oui. D'accord, allez-y. Il a dit clairement qu'on ne va pas tergiverser là-dessus. S'il y a des Burkinabés aujourd'hui qui se mettent en travers de notre marche vers la récupération de la totalité de notre territoire, mais on va les passer là-dessus pour récupérer notre territoire. Pour parler comme des jeunes en Côte d'Ivoire, quand tu deviens un obstacle, on t'allume. Merci. La déformation du métier fait que souvent, dans l'appréciation des discours, parce que nous, notre métier, c'est l'art oratoire, c'est prendre la parole en public, ça fait que souvent, dans nos jugements, on est peut-être un peu sévère, mais parce que nous, on a horreur du papier. Alors que non, je veux que mon frère comprenne qu'ici, comme c'est un discours et c'est une lecture, forcément tu ne peux pas, voilà, tu n'as pas le choix, tu es obligé de lire. Et ici, ces formules, j'aimerais bien effectivement les voir, mais ça doit être bien placé au niveau de la déclaration de politique générale. Parce que là, c'est la politique, on y vient avec des formules chocs qui doivent rester. Là, l'exposer sur la situation de la nation, il faut vraiment descendre très bas pour que le commun des mortels vous comprenne. Avec des chiffres, même pas avec un français très... Non, il faut aller avec le peuple. Donc c'est pour cette raison, bon, moi, vraiment dans la forme comme dans le fond, moi je trouve qu'il est resté dans son élément. Et ce qui est important est qu'il écarte son humilité. Parce que bon, quand il prend la parole, c'est un journaliste de formation quand même. Et quand il prend la parole, il y a quand même certains éléments qui ressortent. Et en tout cas, son profil ressort. Donc c'est pour cette raison, je pense que s'il est apprécié, bon, la note sera au-dessus de la moyenne. Merci beaucoup. C'est bien. Monsieur Bayalin? Oui, moi, c'est comme il le dit, hein, l'humilité. Vous savez, les qualités sans humilité deviennent des défauts. Et je pense que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est resté, et qui mesure les enjeux du niveau d'État où il est. Voilà, parce que l'humilité, il ne faut pas oublier que quand même vous êtes Premier ministre ou vous êtes... voilà. Et je pense que dans la forme, la première étape qui consiste à lire en tant qu'orateur,
voilà, souvent vous êtes bloqué dans votre génie propre. Parce que là, c'est pas l'énergie est voilà, vous le voilà, c'est pas votre génie propre qui parle. Ça, c'est le conditionnement. Donc, ça limite un peu toute la grande force. Mais effectivement, comme le dit Dr Nebié, la deuxième partie, vous avez à la fois l'orateur, vous avez le technicien, vous avez l'homme qui tranche. C'est pas les hommes ou les femmes, on n'est ni tiède, ni froid. On n'est ni révolutionnaire, ni... Non, il faut avoir une personnalité qui tranche. Et là, on a vu un Premier ministre qui tranche et qui rassure. Ok, je vais vous demander maintenant de donner votre lecture sur le fond. Non seulement le fond du discours, mais aussi le fond de l'exercice. Dans le discours, la part belle a été accordée à la lutte contre le terrorisme, la reconquête du territoire. Il est fait cas de plusieurs centaines de villages dont les populations ont été réinstallées. On parle de près de 212 structures éducatives qui ont été réouvertes. Alors, comment vous appréciez surtout le discours dans son volet sécuritaire et défense? Je vous redonne la parole. Ah oui, puisque là, je l'avais dit, c'est 28 billes installées, 13 goumis, c'est pas rien. Et ce qui a été important, c'est le fait que c'était, vous allez dire, au niveau des armées, c'était l'équipement, et ce qui a annoncé à beaucoup de choses qui iront fabriquer sur place. Donc, on ne sera pas totalement dépendant de l'extérieur. Ça, c'est un élément important qui a retenu mon attention. Mais aussi le nombre de personnes qui sont réparties, 1 14 000, c'est beaucoup. 212 villages, 700 localités. Je pense que c'est beaucoup. Et le travail formidable qui est fait pour les déplacés internes avec les différentes formations, les crédits qu'on accorde, bon, ça donne de l'espoir. Mais ce qui a retenu mon attention surtout, c'est les 592 milliards injectés dans l'agriculture. Parce que, comme on l'a dit, l'arme la plus fatale pour un peuple, c'est la faim. Et si on arrive à résoudre ce problème, c'est que le Burkina... moi, vous savez, quand j'ai suivi le discours, je vous assure que ce qui m'a traumatisé jusqu'à maintenant, je me dis, si on n'était pas en guerre, où est-ce qu'on allait être aujourd'hui? Où on allait être aujourd'hui avec tout ce qu'on a annoncé. C'est pourquoi quand je regarde la situation nationale, je ne sais pas comment je vais dire. Si on n'était pas en guerre, le Burkina avec l'AES, mais on était un pays qui était parti. Donc c'est pour cette raison quand je suis tous ceux qui sont dans la brousse, et si on dit que c'est des Burkinabés sans de faire ça, je ne sais pas à quel point ils se laissent utiliser. C'est comme quand les colons rentraient en Afrique. C'est les mêmes, en fait c'est la même rengaine. C'est pour cette raison, je pense que s'ils ont perdu, ils n'ont qu'à déposer les armes pour qu'enfin on puisse quitter dans cette misère. Bon, ça m'a beaucoup touché. Mais aussi la question de la justice. Et surtout qu'il est revenu sur les statuts des chefs coutumiers. Moi, ça m'a beaucoup plu. Parce que, bon, effectivement, on dit que ça allait à l'Assemblée. Bon, il y a eu une période de flottement. C'est qu'il y a un travail qui est toujours fait. Mais il est revenu là-dessus pour rassurer, en tout cas, le peuple burkinabé, que les statuts sera une réalité. Et la justice ne sera pas tellement une justice purement moderne. Les coutumiers seront associés. Et ça annonce en tout cas de belles perspectives parce que ça va renforcer la cohésion sociale pour nous faire en tout cas quitter cette zone rouge. Monsieur Nadambera, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention dans le discours et dans l'exercice en tant que tel? Oui, moi, c'est les chiffres. Parce que je suis très attaché aux chiffres parce que ça ne ment pas. On peut faire des interprétations diverses, mais ils sont concrets et on peut aller vérifier. Et il y a aussi des éléments qualitatifs. Commençons par les éléments qualitatifs. Il y a une réorganisation effectivement de l'armée qui prend en compte effectivement le maillage. Lui, il est revenu sur les éléments quantitatifs qui établissent effectivement la réorganisation. Le maillage, tout est établi, mais vous avez l'équipement. L'équipement aujourd'hui, à moins que on ne s'intéresse pas au pays, on ne vive pas à Ouagadougou et dans les autres villes, grandes villes, mais vous voyez toujours se déplacer des détachements qui vont prendre effectivement la relève ou alors qui descendent effectivement la relève. Et ça montre effectivement la qualité, le type et la diversité des équipements que nous avons. Et en 2 ans, quand on se dit effectivement que même, on nous disait effectivement qu'on ne peut pas avoir une arme létale. Et beaucoup de nos partenaires disaient non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir une arme létale. Et aujourd'hui, on est équipé à ce point, il faut saluer effectivement cela. Il faut aussi noter qu'il a précisé que nous avons développé
une expertise dans la maintenance. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a critiqué ou les inquiétudes qu'on a évoquées à un moment donné. Est-ce qu'on achète tous ces arbres, est-ce qu'on peut les entretenir? Et non seulement on a l'expertise pour les entretenir, mais on a aussi la capacité humaine de fabriquer des outils, de les adapter effectivement à notre utilisation. Ça, c'est... Et observez, nous avons eu 99 milliards en 2023, venant effectivement de nos propres populations pour accompagner l'effort de reconquête effectivement de la paix de notre territoire. Et nous sommes aujourd'hui en 2024 à 175, ce qui veut dire effectivement un taux d'accroissement de 76% comme il a établi. Quand vous entendez des gens dire oui, nous avons nos 1%, nous voulons les revendiquer parce qu'on a coupé nos 1%, c'est du ridicule. Par rapport pendant effectivement que des gens, souvent qui ne mangent pas à leur faim, acceptent de cotiser leurs 100 francs, 15 francs pour que l'on aille effectivement à cela. Développons, où que nous soyons, notre esprit de patriotisme, notre esprit d'attachement pour accepter le sacrifice qu'il faut pour sauver le pays. Après, on pourra venir diverger sur mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. Et puis, permettez-moi, je préfère aller effectivement avec de l'écrit. Parce que ça a été vraiment un travail minutieux. Si vous regardez au niveau de l'éducation, plus de 1400 structures éducatives qui ont été effectivement réouvertes. On était effectivement à quelque chose comme 3400. Ce qui veut dire effectivement qu'on est en train d'atteindre effectivement 50% de réouverture. Est-ce que ceci n'est pas salué? On est effectivement à 400 structures. Et ces 400 structures éducatives, c'est quoi? Ça a été délocalisé pour absorber les enfants, les scolaires, qui ne peuvent même plus aller. Voilà. Ça veut dire effectivement qu'il y a une stratégie dedans. On a 1700 espaces temporaires d'apprentissage qui ont été également réalisés. On va justement à des milliers de kits scolaires pour prendre en compte le fait effectivement que les parents d'élèves, par le déplacement, n'ont pas pu produire et sont devenus effectivement pauvres et ne peuvent pas soutenir. On a pris ceci en compte. Des appuis en logement et en abri. Et c'est évalué à combien? 23 000 PDI. 45 000 ménages vulnérables. Et on peut continuer. Allons-y au niveau de la santé. Au niveau de la santé, nous avons la réouverture de plus de 200 formations sanitaires. La création effectivement de 60 postes de santé avancés. On a effectivement le déploiement de cliniques mobiles dans 13 régions. Et je crois que vous avez tout, merci à vous, la télévision nous a permis de voir effectivement des cliniques mobiles, des véhicules cliniques, avec des laboratoires, avec la capacité effectivement de faire des interventions pour accompagner effectivement nos détachements. Ce qui booste effectivement le moral de nos soldats, parce qu'ils savent, quel que soit ce qui se passe sur le terrain, sur le champ, des analyses vont être faites. S'il y a une opération, une intervention chirurgicale qui doit être faite, elle sera faite. Quand même. Et puis, ça, ce n'est que seulement au niveau de la santé. Et on peut continuer. La souveraineté alimentaire, il a parlé effectivement, ils ont situé d'abord les défis. Et le défi, c'était quoi? La faible mécanisation. Aujourd'hui, on a des tracteurs qui ont été achetés et qui permettent effectivement de subventionner de façon claire nos populations en emblavant près de 48 600 hectares. Ce qui a pu permettre effectivement d'avoir 6 millions de tonnes effectivement de céréales. Et à côté de ça, ce n'est pas fini. Il y a la création effectivement de l'ONBA. Et avec la création de l'ONBA, grâce à effectivement à vos antennes, et nous avons pu voir effectivement tout l'équipement qui a été commandé et qui nous permet d'espérer que les jours à venir, ce n'est pas seulement les espaces qui vont être emblavés, mais le problème d'eau, qui est un problème récurrent depuis des années et qui bloque effectivement, qui limite la production agro-silvopastorale, va être effectivement résolu. Et puis, il y a effectivement, vous êtes dans l'élevage. On ne veut pas parler de l'élevage. Et il y a les aliments de bétail, il y a les aliments de la forêt qui vont être produits. Et il y a un centre effectivement qui est mis en place et qui va le faire. Et puis, il y a la modernisation. Avec la mise en œuvre de la CAMVET. Absolument. Et il y a la modernisation de tout ça. Quand je dis la modernisation, c'est quoi? Vous prenez le milieu de l'élevage. Maintenant, pour ce qui est des techniques d'amélioration des espèces, il y a une structure qui est mise en place. Vous prenez par exemple Fasolet également. Mais je vais m'arrêter là. Mais c'est pour dire qu'effectivement, ce discours-là, il bat en brèche
tous ceux qui naviguent effectivement à contre-courant et qui pensent effectivement qu'ils peuvent recréer un paradis perdu pour des élites, elles-mêmes perdues. Et parce qu'il faut effectivement critiquer pour critiquer. Donc, non, je pense qu'il faut saluer. Oui. Merci de rester là pour me permettre de donner la parole à Dr Nebié, afin qu'il se prononce sur le fond du discours qui a touché à presque tous les secteurs socio-économiques. Absolument. Vous êtes ancien chercheur. Oui. On parle aussi de résorption des retards académiques. Oui. Vous me contrariez de commencer par cet aspect-là. Oui, la résorption des retards, nous sommes à environ 80% de retard, de taux de résorption des retards plutôt dans les universités publiques. Et Dr Zungrana, que vous voyez, est le directeur général du service l'assurance qualité. Et donc je sais qu'ils ont sillonné presque toutes les universités, en tout cas pour prêcher ce message-là au nom de la DGSUP, au nom du ministère de l'Enseignement supérieur, au nom du Premier ministère, donc au nom du président du FASO, pour que nous travaillions dans ce sens-là. Et à ce niveau, il faut dire que les enseignants du supérieur ont véritablement fait preuve de patriotisme, parce que les vacances de l'année dernière, parce qu'on sait que août et septembre, ce sont les périodes de vacances des enseignants, on n'a pas pris de vacances, ce qui a permis justement d'atteindre ces taux-là. Et il faut saluer, et saluer surtout les étudiants aussi qui ont compris, qui ne se sont pas laissés mener à bateau par ces structures qui sont presque perdues, comme disait tout à l'heure le grand frère, et qui veulent à tout moment se prendre pour les nombrils du monde. Tant qu'eux, ils ne sont pas d'accord, les choses ne doivent pas se faire. Je pense que les étudiants ont compris où se trouvaient leurs intérêts. Cela dit, je voudrais également revenir sur certains chiffres, parce que véritablement ce discours-là, ce sont les chiffres qui parlent. Le grand frère l'a dit, 2024, fonds de soutien patriotique, c'est 175 milliards en 2024 contre 99 milliards en 2023. Ce qui donne un taux effectivement de 65%, madame. Et moi, je veux dire quelque chose. Ça, c'est véritablement la partie où les Burkinabés, tout Burkinabé, devrait être fier de lui-même et ne même pas donner l'impression à un non-Burkinabé qu'il y a un Burkinabé qui est contre ça. Aucun Burkinabé ne devrait aujourd'hui là laisser, aucun Burkinabé, je disais, ne devrait laisser transparaître quelque part un signe de mécontentement à l'endroit de ceux d'autres pays qui nous appellent, qui disent les Burkinabés, mais vous êtes comment? Cotiser 175 milliards. Et il y a des Burkinabés qui sont là, qui disent non, il faut qu'on revienne parce qu'on prélève 1%, madame. Moi, j'ai toujours dit, et quand je le dis, ceux qui nous suivent là, que celui qui veut demain matin, il commence à m'insulter, qui disent que j'ai ici la branche sur laquelle je suis assis. Moi, je suis assis sur la branche Burkina Faso. Je n'ai pas autre branche. Je n'ai pas autre branche. Ma branche, c'est la branche Burkina Faso. Comment un Burkinabé insinuer qu'il faut qu'on arrête ces 1%, pendant que la guerre est en train de rentrer dans sa phase la plus décisive, à moins qu'on ne croit pas en ce que le Premier ministre dit, puisqu'il dit la guerre de haute intensité, c'est celle qu'on vient de commencer. Où est-ce qu'on gagne l'argent? Et ce qui est étonnant, ce sont des structures qui pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, et ils nous ont nous-mêmes embarqués à un certain moment à bas l'impérialisme, à bas le FMI, à bas la Banque mondiale, à bas le terme c'est quoi encore là, les institutions de Bretton Woods. Et aujourd'hui on dit non, il ne faudrait pas qu'on coupe 1% de nos salaires pour nous permettre de ne pas dépendre des institutions de Bretton Woods. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Et je rappelle que ces 175 milliards là, moi j'ai un collègue béninois qui a appelé au Burkina Faso, qui a donné sa contribution. Et j'ai plaisanté, mais je lui disais que si Talon a su ça, il va te radier. J'ai plaisanté avec lui. Il y a des Béninois qui cotisent. Qui viennent cotiser ici. Qui viennent cotiser. Pendant ce temps, des Burkinabés fonctionnaires disent qu'on ne cotise pas. Mais il faut rappeler souvent aux gens, pour qu'on se dise la vérité à un certain moment. Du fait du terrorisme là, on a eu des fonctionnaires qui ont fait 3 ans, 4 ans sans travailler, même 5 ans. Mais ils prenaient les salaires et ils prenaient les indemnités. Quel gouvernement a osé dire on va couper ne serait-ce que les indemnités parce que vous ne travaillez pas? Si on le disait, on va dire que le gouvernement est en train de couper les indemnités. Mais aujourd'hui, on demande 1%. Vous avez refusé.
C'était de façon volontaire là. Oui. Vous avez refusé. On fait une coupure à la source. Vous faites des conférences de presse pour dire que vous opposez. Non, madame, ce n'est pas celui. Oui. L'autre aspect sur lequel j'allais terminer rapidement, madame. Rapidement, c'est au niveau de la justice. L'opération casier vide. À Ouagadougou, on a eu 1479 dossiers prescrits sur 1682 jugés, soit 87,93% de dossiers prescrits. À Bobo-Dioulasso, 814 dossiers prescrits sur les 1024 jugés, soit 79% des 79,49% des dossiers prescrits. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'il y a plus de 80% de personnes qui avaient envoyé leur dossier en justice, escomptant avoir un jugement, et on a laissé traîner les dossiers, et finalement le jour où on arrête le dossier, on sort un test pour dire que c'est prescrit. Moi, mon grand-père qui est au village, qui a un contentieux avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il comprend dans la prescription? Le préjudice ne sera pas réparé. Finalement, vous voyez comment la justice bourgeoise nous assassine. C'est pourquoi moi j'encourage et l'Assemblée nationale, et le président, et le gouvernement à prendre des mesures fortes pour que ces questions de prescription-là, que ce soit des crimes économiques, des crimes de sang, des crimes politiques, qu'on finisse avec ces questions de prescription. Qu'on modifie les textes pour qu'il n'y ait plus de prescription, parce que ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Je vous donne enfin la parole pour vous prononcer sur le fond du discours. Oui, sur le fond, c'est quelque chose de très impressionnant. Très impressionnant. D'un point de vue d'une analyse qualitative, on dira que les Burkinabés retiennent que leurs efforts, leurs sacrifices quotidiens ne servent pas à embourgeoiser des élites déracinées qui vivent dans les nuages d'un confort insultant, méprisant, mais que ça contribue à structurer notre mouvement de race humaine qui est significatif. L'action de l'homme doit pouvoir rendre compte de son intelligence, de son humanité. Elle ne doit pas contredire sa dignité et sa qualité d'être humain. L'humain ne doit pas pouvoir agir sans miroir et son action doit être intelligible. Voyez-vous, on avait une armée qui peinait à recruter, qui peinait à former, qui peinait à équiper. Rien qu'en 2024, nous avons recruté 14 000 forces combattantes, toutes catégories confondues. Ce que notre armée a comptabilisé comme force, l'armée de terre, pendant 50 ans environ, nous sommes allés au-delà, en une année. C'est une volonté de puissance, un désir d'être cohérent avec notre ambition de recouvrer l'intégrité de notre territoire. Mais nous ne pouvons pas recouvrer ça avec l'économie du devoir de recruter, avec l'économie de consentir à la formation et de payer les frais qui vont avec. Et si nous avons et nous hésitons à les équiper adéquatement. Aujourd'hui, quand moi je vois les soldats, malgré mon handicap, je dis je rate quelque chose d'important parce que ça fait rêver. Vous voyez l'équipement, vous voyez, mais le soldat se sent rassuré. Et cet état psychologique est indispensable pour lui. Parce que nous avons encore 29% du territoire où il y a le défi. Mais pour le gagner, il faut une ambition de cette nature, qui rassure les élites qui commandent les troupes au combat, qu'il y a une action de l'État qui fait en sorte qu'ils ne se battent pas pour rien ou qu'il n'ait pas une action articulée. On a dit pendant longtemps et chanté, ah ouais, l'Union européenne nous bloque, on ne peut pas acheter, les Américains disent ceci ou cela. Mais pour l'homme intelligent et un peu audacieux et suffisamment cohérent avec sa propre colère, il ne faut pas agiter juste sa colère. Après sa colère, on doit être capable d'action. On doit être capable d'alternative. Sinon, sa colère n'a pas de sens. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, comme vous nous bloquez, on n'a pas accès à certains équipements, même quand nous les achetons, avec des partenaires stratégiques qui ne sont pas vous. Vous intervenez toujours pour dire qu'il y a des composants qui rentrent dans l'arme, donc on ne va pas transférer. Donc désormais, il est mis en place une réflexion stratégique et structurelle qui nous permet d'avoir des industries d'armement. Que ce soit la maintenance, qui a mené à oublier certains engins pour des questions de bougies.
dans le parc automobile de guerre. Désormais, nous avons l'expertise pour régler les questions de maintenance, de mécanique. Nous n'allons plus importer des experts venant d'ailleurs pour venir remplir ce contrat. C'est nous-mêmes qui le faisons. Bref, désormais, le Burkina Faso n'est plus une puissance qui achète, mais une puissance qui produit. C'est une puissance militaire pleine et une puissance militaire qui a ses ambitions de pouvoir être une référence. Elle doit être capable d'avancer dans la technologie militaire. Mais allons sur ce que nous avons gagné en termes de chiffres pour ce qui concerne la bonne gouvernance. Rapidement, s'il vous plaît. Là où, véritablement, les démocrates de Bretton Woods, ayant même été adjoints à des institutions clés, n'ont jamais réussi. Des militaires qui n'ont pas fait ces institutions nous permettent, en termes de qualité de bonne gouvernance, pour ce que l'État nous absorbait. En termes de téléphonie, nous avons économisé le chiffre mirobolant de 3 milliards 650 millions. Ah, madame et chers téléspectateurs, nous sommes le prestige et le visage désiré de Dieu. Parce qu'un peuple qui se comporte comme ça, il ne peut que bénéficier de son onction et de sa bénédiction. Voyez-vous, pour les questions, par exemple, notre agence judiciaire, il faut la saluer, elle nous a permis de recouvrer 3 milliards 181 millions, sans oublier les régies de recettes financières qui nous ont permis d'avoir un supplément de 216 milliards par rapport à l'an passé. C'est-à-dire, on prend le montant de l'an passé, on a eu un supplément de 216 milliards. Est-ce que nous ne sommes pas un candidat sérieux à la dignité internationale? Absolument. Au respect. Est-ce que nous sommes en train de revendiquer, est-ce que c'est de la propagande, de dire que nous aspirons à la souveraineté? Et on a évité 36 milliards Oui, de dettes. de dette. 36 milliards, j'avais même noté ça. Oui, je ne retrouve pas exactement le chiffre, mais j'allais le dire. Mais il faut que nos téléspectateurs se rendent compte que nous avons une action cohérente. J'allais structurée. dire qu'on est en train de tirer vers la fin de l'émission. Oui. Et je souhaiterais qu'on se prononce sur un dernier point qui a été évoqué pendant cet exercice constitutionnel. Alors, ces images ou ces vidéos qui circulent sur Facebook et qui tendent à dire que il y a non-respect des droits de l'homme. Alors, ces images qui tentent de parler d'exactions commises sur des communautés ethniques du Burkina, vous avez entendu sans doute le Premier ministre, il parle de manipulation. Voilà, une position renchérie par un communiqué signé du porte-parole du gouvernement, voilà, qui parle de manipulation. Et je souhaiterais avoir votre réaction sur ce point. Et j'espère que vous allez être bref, parce que on est à 5 minutes de la fin de l'émission. Et donc, je vais commencer par Dr Zungrana. Et c'est votre dernière prise de parole, je précise. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se ressaisisse parce que notre armée est une armée vraiment responsable, qui travaille avec les droits de l'homme et qui a pris fait aux causes pour la population et qui n'oserait pas abattre des enfants et des femmes. Si des gens nous présentent des images ignobles comme ça, je ne sais pas à quelle fin. Mais ces mêmes enfants sont en train de se battre pour protéger le Burkina Faso, pour protéger la population. Et nous avons vu des images où des militaires sont en train de soigner la population, sont en train d'aider des personnes âgées, sont en train d'aider des femmes et des enfants. Pour qui ils ont pris les armes? Donc quand on nous présente des images pareilles, on sait dans quel programme on veut le lancer. Il faut remarquer, lorsque le Burkina commence à engrandir des victoires, ces types d'images ne font que sortir. Mais c'est à chacun de nous d'être suffisamment intelligent parce que chacun sait qui est son frère, chacun sait qui est notre armée. Imote Bayala? Non, je pense que cela, c'est pour venir... c'est une campagne de dénigrement de notre armée, la présenter comme une armée complètement non professionnelle. Et c'est en même temps, si on fait le parallèle, je pense que le camarade Premier ministre l'évoquait à l'hémicycle, chaque fois que nous faisions des exploits énormes, chaque fois que nous portons un coup redoutablement fort à l'ennemi, il y a tout de suite un contre-narratif qui jaillit et qui présente ses progrès significatifs contre l'ennemi comme étant un massacre de civils. Il faut que nous soyons suffisamment prudents et que nous ayons une très bonne lecture
de notre action et que nous puissions renforcer nos forces combattantes dans l'idée que nous les soutenons et qu'elle est une armée suffisamment professionnelle parce que nous l'avons vu porter des vieillards sur leur dos. Nous les avons vus aux côtés de populations dans des situations difficiles, cultiver avec elles, puiser de l'eau avec elles. Cette armée n'a pas le visage d'un bourreau. Le bourreau, c'est plutôt tous ceux qui payent cette armée comme non professionnelle. C'est d'eux que nous devons nous méfier. Et nous devons nous méfier de tous ces médias mainstreaming qui présentent des titres très grossiers et dont la finalité est de nous précipiter vers le chaos. Ces médias ont réussi le pari au Rwanda. Faisons en sorte que le prochain Rwanda ne soit plus jamais en Afrique. Que ce soit chez ceux qui veulent orchestrer ça contre nous. Nous n'avons pas d'animosité contre aucun peuple, mais nous voulons la paix et nous voulons enfin que notre cohésion et notre diversité participent à notre rayonnement. Et je pense que toutes les communautés au Burkina Faso ont ce rêve d'être un segment de notre richesse, que nous jouissons de notre diversité. Elle n'est pas une barrière, elle ne peut pas constituer un élément handicapant notre prospérité et notre aspiration à mieux vivre. Docteur Nebié. Oui, madame, je pense que c'est ce qu'ils ont déjà dit et le Premier ministre l'avait déjà dit à l'Assemblée nationale. Véritablement, et le scénario ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans presque tous les pays où il y a eu des cas de génocide, de conflits interethniques et autres, ce sont les médias qui fabriquent. Les médias internationaux, les médias occidentaux. Et ici encore, comme le Premier ministre l'a dit, chaque fois que notre armée veut mettre le pied dans ce qui est considéré comme un retranchement des terroristes, nous avons des images qui sortent pour dire l'armée burkinabé assassine des civils. Et on va même nommer une communauté. On insinue même que cette communauté-là doit se révolter. J'ai même lu sur les réseaux sociaux un Burkinabé vivant aux États-Unis qui dit qu'une communauté, que je ne vais pas nommer, au Burkina Faso, doit prendre les armes. Clairement dit comme ça. Ce n'est pas sérieux. Mais ce que moi je voudrais simplement demander, et je sais que les Burkinabés comprennent déjà cela, parce qu'on a déjà expérimenté ça, enfin, les ennemis l'ont expérimenté, ça ne prend pas. Mais que les Burkinabés continuent de savoir et de comprendre qu'un terroriste n'a pas d'ethnie. Et il n'y a pas une ethnie type qui constitue le terreau pour le terrorisme au Burkina. On peut avoir des terroristes qui soient issus de toutes les communautés linguistiques au Burkina Faso. Mais quelle que soit votre ethnie, si vous êtes un terroriste, vous êtes traité comme tel. Le Premier ministre l'a dit, je crois, le terroriste n'a pas d'ethnie. Et si vous vous retrouvez quelque part où normalement vous ne devez pas être, et vous détenez des armes, madame, si vous refusez de déposer les armes, l'armée ne va pas vous épargner pour que vous assassiniez d'autres milliers de civils après. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Regardez toutes les images qui circulent. Moi, j'ai souvent dit, même pour être un opposant, il faut être intelligent. Malheureusement, aujourd'hui, les opposants au capitaine Ibrahim Traoré ne sont même pas intelligents. On peut s'opposer à Ibrahim Traoré, mais pas s'opposer au Burkina Faso. Quand vous présentez l'image du Burkina Faso, des militaires burkinabés, comme étant une armée qui assassine des civils, et vous aspirez au pouvoir, vous pensez que c'est comme ça que vous allez monter la population? Non, ça renforce au contraire cette fibre patriotique-là, parce que nous savons qu'il y a des gens, il y a des médias, quand ils vous payent en noir, c'est que vous travaillez pour votre peuple. Et moi, j'encourage l'armée à continuer à bien travailler et à sauver les civils qui ne peuvent être sauvés comme ils l'ont fait. Vous avez pris le cas du communiqué, mais peut-être vous avez oublié, sur les antennes de la RTB, hier soir, on a même vu plus de 350 civils composés de vieux, de vieilles, des enfants, de qui étaient sortis de la zone sur les zones, envoyés à Ouagadougou, pris en charge. Je suis un Burkinabé qui a fui en Côte d'Ivoire, qui dit comment on peut comprendre que des gens qui sont venus sur les eaux ne parlent pas Djoula. Voyez-vous, madame, c'est ridicule à la limite. Nous terminons avec vous, monsieur madame. En fait, au début de cette guerre qui nous a été imposée, nous avons utilisé l'expression asymétrique pour caractériser la guerre. Oui. Et ça voulait dire quoi à l'époque?
on est devenu très familier. Il fallait dire effectivement qu'en face, nous n'avons pas une armée visible qui a une position donnée, un type d'arme et c'est deux camps qui s'attaquent. On a travaillé à les étudier, à venir au point où nous utilisons les mêmes équipements de déplacement qu'eux. Nos soldats ne se déplaçaient pas en binôme sur des motos. Ça fait effectivement qu'on est venu à bout de certaines techniques et tactiques qu'ils utilisaient. Ils ont changé et ils ont amélioré. En venant effectivement maintenant avec le type de guerre qu'on appelle hybride. Et la guerre hybride, c'est quoi? C'est ce à quoi nous devons nous habituer, nous familiariser en tant que citoyens pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce par rapport à quoi nous devons former effectivement nos soldats pour qu'ils comprennent effectivement que même les outils qu'ils utilisent sur le terrain, il faut qu'ils fassent attention, comme les cellulaires, etc. Parce que la guerre hybride, c'est quoi? C'est qu'on utilise tout, à commencer effectivement par les moyens de communication. Et aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour tout. Oui. Donc, il faut effectivement que nous sensibilisons. Et puis, il faut que nous prenions en compte un facteur clé aujourd'hui, qui est la géopolitique internationale. La géopolitique internationale a deux faits qu'elle nous a fait observer. Un, c'est la Syrie. En Syrie, voilà effectivement un délinquant, un terroriste, la tête mise à prix. Que l'on prend, la tête a été mise à prix, et que l'on prend, on blanchit, on dit effectivement il est démocrate, on le met à la tête effectivement d'un pays. Aujourd'hui, tous ceux qui voient, tous ces renégats, nationaux ou internationaux, alliés à l'impérialisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent avec Jenim, on va faire un pacte avec Jenim. Oui. Jenim va effectivement, et puis on va effectivement être en place. Suivez leurs écrits. Ils disent effectivement, Jenim n'a qu'à prendre effectivement les camps qu'ils occupent en ce moment-là. Oui. Ils n'ont qu'à occuper les camps et puis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont effectivement aux abois. Et regardez ce qui est en train de se passer en France. Vous croyez que le général de guerre Macron, qui est en train effectivement de vouloir mobiliser toute l'Europe, il mobilise seulement pour les intérêts qu'il veut sauver en Europe? Non. C'est surtout pour sauver ce qu'il perd effectivement en Afrique et principalement dans le Sahel. Et là, ils sont en train d'accompagner, d'appuyer cette nouvelle forme effectivement d'organisation de ces terroristes effectivement sur le terrain par le biais effectivement de la guerre hybride. Et en résumé? Donc, en résumé, c'est nous qui devons effectivement savoir ce que nous faisons. Face à ça, il faut que nous développons notre communication. Et l'armée doit avoir effectivement sa structure de communication qui anticipe et donne les éléments. Il y a des billes de communication, c'est aussi des soldats. Il faut leur donner effectivement les éléments qu'il faut pour qu'ils sensibilisent, pour qu'ils informent. Et puis, il faut effectivement que nous travaillions pour désamorcer la culture et le développement de la guerre ethnique, de la guerre communautaire que l'on veut mettre en place. Parce que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas du Burkina Faso que les gens veulent sauver. C'est des paradis perdus que des citoyens perdus se mettent effectivement en lien avec effectivement des puissances perdues pour tenter de récupérer par toutes les manières le pouvoir et les espaces verts qu'ils avaient. Soyons donc vigilants. Et soyons vigilants. Par la guerre ethnique. Okay. Oui. Et ça c'est clair. Juste un petit truc. Vous voyez, ils savent que la rébellion c'est presque peine perdue. Et aujourd'hui, très clairement, ils se positionnent sur le Jenim comme outil stratégique pour leurs revendications parce que la Syrie leur a donné raison. Le deuxième élément, c'est qu'ils savent clairement qu'ils ont échoué par la guerre religieuse, la mobilisation des fortes sensibilités. L'ethnie, la religion sont des éléments de très forte sensibilité. Ils ont rébelloté avec l'ethnie dans l'espoir qu'enfin elles puissent faire écho. Mais leur grand malheur, c'est que le Burkina est un État solidaire. Solidaire. Voilà. J'ai dit solitaire? Solidaire, merci. Solidaire. Donc merci à vous, Imhotep Bayala. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kabita. Merci à Gervais Nadambega, ingénieur de développement rural. Docteur Boukari Nebié est ancien chercheur, spécialiste en analyse du discours. Et docteur Moumouni Zungrana est ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Merci à tous. Et je rappelle
rappelle que vous êtes prononcé sur l'exposé sur la situation de la nation, les grandes lignes du discours du Premier ministre qui a été prononcé le 14 mars dernier à l'Assemblée législative de transition. Alors, merci à vous, madame, monsieur. Merci de votre fidélité à Question Majeure. Je serai ravie de vous retrouver une autre fois pour débattre sur un autre sujet d'importance majeure sur la RTB. À très bientôt donc.